L'homme qui incarnait l'autorité tranquille du concilière le plus puissant de l'histoire du cinéma n'a pas quitté ce monde sous des lustres de cristal ou entouré de caméras clignotantes. Il n'a pas rendu son dernier souffle dans un manoir de Beverly Hills gardé par des grilles et des ragots. Au lieu de cela, Robert Duvall s'est éclipsé dans une ferme en pierre vieille de 266 ans, en Virginie, avec la lumière d'hiver s'estompant sur les champs ouverts et les chevaux broutant au-delà de la fenêtre. Pendant 7 décennies, il a construit une œuvre qui a façonné le cinéma américain, et une fortune estimée entre 50 et 70 millions de dollars. Mais lorsque sa famille s'est réunie après son départ, ce n'est pas la taille de la propriété qui les a démêlés. C'est le poids de ce qu'il a choisi de laisser derrière lui. Le soir du 15e février 2026, les collines ondoyantes du comté de Fauquier semblaient retenir leur souffle. La ferme trônait sur 360 acres de terre tranquille, les murs de pierre géorgien, qui avaient vu passer des siècles témoignant maintenant du dernier chapitre d'un homme qui comprenait les fins mieux que la plupart des gens. À l'intérieur, Luciana Pedraza Duvall tenait la main de son mari, tandis que sa respiration ralentissait et s'adoucissait. Il était 95, il n'y avait pas d'assistant dans les coins, pas de communiqué de presse soigneusement rédigé, attendant d'être approuvé, pas de tapis rouge, attendant à l'extérieur. Juste une femme, une pièce calme, et le calme délibéré d'un conteur qui savait exactement comment il voulait que la scène s'achève. En l'espace de quelques heures, toutes les grandes chaînes ont relayé la nouvelle. CNN, NBC, PBS. Les chaînes internationales d'Europe et d'Amérique du Sud ont toutes repris le même titre. L'acteur oscarisé est mort à 95 ans. Les hommages ont afflué. Les clips ont été rediffusés. Les récompenses ont été énumérées. Les rôles ont été rappelés. Mais à l'intérieur de la ferme, quelque chose d'autre s'est produit. La famille a publié une déclaration qui a étonné Hollywood. Il n'y aurait pas de funérailles officielles, pas de cérémonie en tenue de soirée, pas de grande cathédrale remplie de membres de la famille royale de l'industrie prononçant des éloges funèbres soigneusement préparés. Au lieu de cela, ils ont demandé quelque chose de désarmant de simplicité. Regarder un grand film, s'asseoir autour d'une table avec des amis et raconter une bonne histoire. Faire une longue promenade en voiture à travers la campagne. C'est tout. Pas de spectacle, pas d'adieu orchestré. Pour un homme qui avait gagné le droit à l'hommage le plus élaboré que l'on puisse imaginer, la demande semblait presque radicale dans son humilité. Et si vous la laissez reposer suffisamment longtemps, vous commencez à comprendre. Il ne s'agissait pas simplement d'une famille en deuil qui prenait des dispositions. Il s'agissait d'une famille qui honorait le dernier souhait d'un homme qui avait passé toute sa vie à résister tranquillement à la version de lui-même que Hollywood essayait de fabriquer. Il y a un autre détail que la plupart des journaux n'ont mentionné qu'en passant, Robert Duvall n'avait pas d'enfant biologique. Aucun héritier direct n'attendait dans les coulisses. Il laissait derrière lui une fortune qui comprenait non seulement des liquidités mais aussi des biens immobiliers dans plusieurs pays, une propriété historique en Virginie et des redevances qui continuaient à affluer pour certains des films les plus influents jamais réalisés. Cette richesse, cet héritage a été confié presque entièrement à la femme qu'il avait rencontrée par hasard dans une boulangerie de Buenos Aires près de 30 ans plus tôt. La façon dont ils se sont rencontrés ressemble moins à un fait réel qu'à une fiction, mais parfois la vie réelle refuse d'être surchargée. Pour comprendre l'homme qui a choisi cette fin tranquille, il faut remonter au début à un garçon qui aurait pu facilement disparaître dans l'anonymat. Robert Selden. Duvall est né le 5 janvier 1930 et à San Diego en Californie, fils du contre-amiral William Howard Duvall et de Mildred Virginia Hart. Son père était un officier de marine décoré, un homme façonné par la discipline, la hiérarchie et le commandement. Sa mère portait un feu plus discret. Elle aimait la scène, le spectacle, bien que ses propres ambitions n'aient jamais dépassé les productions amateurs. Dans leur maison, l'ordre militaire régnait en maître. La structure n'était pas facultative. Les attentes étaient claires. En tant qu'enfant de la marine, le jeune Bobby déménage constamment. Les bases changent dans les écoles aussi. Les amitiés se dissolvent aussi vite qu'elles se sont formées. La stabilité est un concept plus théorique que vécu. Il fréquente l'école Severn dans le Maryland, puis s'inscrit au Principia College dans l'Illinois. Les études ne vont pas de soi. En fait, ses notes baissent tellement que ses parents, inquiets de son avenir et de l'enrôlement imminent dans l'armée pendant la guerre de Corée, lui suggèrent de s'inscrire à des cours de théâtre pour rester à flot. Il ne s'agissait pas d'un appel du destin, mais d'une question d'ordre pratique.
Pourtant, quelque chose d'inattendu se produit sous les lumières de la scène. L'étudiante agitée qui se débattait dans les amphithéâtres prend vie lorsqu'on lui confie un rôle. Là, dans des lignes empruntées et des circonstances imaginées, il trouve le calme et la puissance. Il obtient son diplôme d'art dramatique en 1953, sert 1 an dans l'armée à Camp Gordon, puis fait un choix qui va bouleverser l'histoire du cinéma. Il s'installe à New York et s'inscrit à la Neighborhood Playhouse School of the Theatre, où il étudie avec Sanford Meisner, l'un des professeurs d'art dramatique les plus influents du XXe siècle. Les jeunes hommes qui l'entourent deviendront un jour des légendes. Dustin Hoffman, son colocataire, pendant un temps, ainsi que Gene Hackman et James Caan, des compagnons de lutte, qui naviguent dans des appartements exigus et des réfrigérateurs vides. Ils partagent le rejet, l'ambition et la croyance obstinée que le talent finira par avoir de l'importance. Mais le talent ne paie pas le loyer. Duval a travaillé comme employé des postes, employé de grands magasins et même chauffeur de camion. Il a passé des auditions sans relâche. Il a absorbé les échecs sans théâtralité. Et puis, dans 1962, est venu un rôle si petit que la plupart des acteurs l'auraient écarté Boo Radley dans To Kill a Mockingbird, Tuer un oiseau moqueur. Il n'a pratiquement pas de dialogue et n'apparaît que brièvement. Pourtant, dans ses derniers instants, lorsque Boo passe de l'ombre à la lumière, Duval communique des volumes sans parler. Le regard qu'il porte à Scout est empreint de vulnérabilité, de douceur et de quelque chose de profondément humain. C'est une performance qui repose sur la retenue plutôt que sur le volume. L'une des personnes qui l'a remarqué est un jeune réalisateur nommé Francis Ford Coppola, qui n'a pas oublié. Près de 10 ans plus tard, lorsque Coppola a commencé le casting du Parrain, le studio voulait des stars, des noms connus, des visages familiers. Coppola voulait Robert Duval. Il avait déjà travaillé avec lui sur The Rain People dans 1969 et avait compris ce que Duval pouvait faire avec l'immobilité. Duval a été choisi pour le rôle de Tom Hagen, le fils adoptif et conciliaire de Don Corleone. Son salaire, pour ce qui allait devenir l'un des films les plus vénérés de tous les temps, était de 36 000 $. Même ajustée au temps, elle est modeste, mais ce qu'il a apporté est incommensurable. Tom Hagen ne dominait pas les scènes par son bruit. Il ne criait pas. Il élevait rarement la voix. Il écoutait. Il calculait. Il parlait doucement et changeait le cours des empires avec des mots mesurés. Cette performance a valu à Duval sa première nomination aux Oscars et l'a fait entrer dans l'histoire du cinéma. Il est revenu pour Le Parrain deuxième partie dans 1974 avec une meilleure rémunération et une plus grande profondeur. Mais lorsque Le Parrain troisième partie est entré en développement dans 1990, les négociations ont échoué. Paramount a offert à Duval une somme nettement inférieure à celle d'Al Pacino. La disparité n'était pas minime. Elle était selon Duval un manque de respect. Des années plus tard, il a expliqué qu'il aurait accepté un salaire égal à la moitié de celui de Pacino. Cela lui aurait semblé juste. Mais 3 ou 4 fois moins, cela dépassait les bornes. Il a refusé. Le film s'est déroulé sans Tom Hagen, dont l'absence a été profondément ressentie par de nombreux critiques. Son départ lui a coûté des millions. Pourtant, cette décision a révélé quelque chose de fondamental à propos de Robert Duval. Il n'était pas gouverné par la faim qui consume tant de gens à Hollywood. Il ne mesurait pas sa valeur uniquement en termes de contrat, mais en termes de principe. C'est ce même principe qui l'a guidé vers les terres agricoles de Virginie plutôt que vers l'opulence de Los Angeles. C'est ce même principe qui l'a guidé vers une dernière demande discrète plutôt que vers un spectacle. C'est ce même principe qui l'a guidé vers une vie qui privilégie l'authenticité plutôt que les applaudissements. Lorsque sa famille s'est réunie après sa mort, la fortune était considérable. Mais ce n'est pas cela qui les a brisés. Ce qui les a brisés, c'est la clarté de l'exemple qu'il a laissé. Le rappel que la grandeur n'a pas besoin de bruit, que la puissance peut s'exprimer dans la retenue, qu'une vie vécue selon ses propres termes est la performance la plus rare qui soit. Et c'est peut-être le dernier rôle que Robert Duval a le mieux joué. Pas le conciliaire, pas le général, pas le prêcheur ou le cow-boy, mais l'homme qui a choisi sa propre fin et qui était sincère. Cette philosophie définira toutes les décisions financières importantes qu'il prendra jusqu'à la fin de sa vie. Ce que personne n'a réalisé à l'époque, c'est que l'argent dont il s'est séparé ne serait qu'un pâle reflet de la fortune qu'il construira tranquillement au cours des 3 décennies suivantes, grâce à une combinaison de choix de rôles brillants, d'investissements immobiliers et d'un projet de passion profondément personnel qui l'a presque ruiné. Un Oscar, un chapeau de cow-boy et une chanson que personne n'attendait. Après que Le Parrain a fait de lui une star, tous les agents d'Hollywood s'attendaient probablement à ce que Duval enchaîne les films mafieux bien payés.
Au lieu de cela, il a pris la direction exactement opposée. Il a accepté des rôles que personne n'attendait et que la plupart des acteurs auraient eu peur d'aborder. Dans 1979, il entre dans la folie d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola en incarnant le lieutenant-colonel Bill Kilgore, le commandant militaire obsédé par le surf, qui prononce l'une des répliques les plus citées de l'histoire du cinéma. Cette performance lui vaut un BAFTA et un Golden Globe, ainsi qu'une nouvelle nomination aux Oscars. La même année, le Grand Santini lui vaut sa première nomination au titre de meilleur acteur pour son interprétation d'un pilote de marine dominateur qui présente une ressemblance gênante avec son propre père. Dans 1983, Tender Mercies, Duvall incarne Max Sledge, un chanteur de country délabré, qui tente de trouver la rédemption dans une petite ville du Texas. Duvall a insisté pour chanter chaque note lui-même. Il l'a fait inscrire dans son contrat. Il a même composé certaines des chansons. Duvall a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Il a accepté le trophée en portant un smoking de cow-boy et a déclaré au public qu'il était particulièrement honoré que Johnny Cash, Willie Nelson et Waylon Jennings aient approuvé son travail. C'était le moment le plus fort que Robert Duvall puisse imaginer se tenir sur la plus grande scène du monde du spectacle et se soucier davantage de ce que trois légendes de la country pensaient que de ce que l'Académie pensait. Dans 1989, la mini-série Lonesome Dove lui a donné ce qu'il a appelé son rôle préféré, celui du capitaine Augustus McCrae, le Texas Ranger philosophe à la retraite. Des dizaines de millions de téléspectateurs l'ont regardé pendant 4 soirs sur CBS. Puis il a fait quelque chose qui a choqué tout le monde. Il a passé plus de 10 ans à développer un scénario intitulé « The Apostle, l'apôtre » sur un prédicateur pentecôtiste en fuite, investissant finalement 5 millions de dollars de son propre argent pour réaliser le film, alors qu'aucun studio ne voulait le financer. Le film a rapporté plus de 20 et 1 million de dollars et lui a valu sa 5e nomination aux Oscars. C'est la preuve que Duvall ne joue pas seulement pour l'argent, mais aussi parce que quelque chose en lui l'exige. Lorsqu'il est nommé pour la 7e et dernière fois aux Oscars pour son rôle de juge dans 2014, il a 84 ans, 7 nominations, une victoire, plus de 130 films et une fortune qui s'accroît tranquillement dans l'ombre pendant que le reste d'Hollywood court après les gros titres. Mais la vraie richesse ne se trouve pas sur un compte en banque, mais sur 360 acres de campagne en Virginie. L'histoire de la découverte de ces terres révèle un aspect de Robert Duvall que la plupart des gens n'ont jamais compris. La ferme La Salle de Tango et l'Empire caché. Alors que la plupart des stars hollywoodiennes ont déversé leur argent dans des manoirs de Malibu et des complexes de Beverly Hills, Robert Duvall est allé dans la direction opposée. Il a acheté Burnley Farm dans les Plaines, en Virginie, un vaste domaine situé au cœur de la région de chasse de Virginie. La propriété avait appartenu au propriétaire des Redskins de Washington, Jack Kent Cooke, et comprenait une ferme historique en pierre de style géorgien, entourée d'enclos pour chevaux de pâturage vallonné et d'une vue imprenable sur les Blue Ridge Mountains. Duvall n'a pas acheté la ferme pour l'investir. Il l'a achetée pour s'évader. Avec Luciana, il a transformé l'une des granges en salle de danse de tango. La propriété s'étendait sur environ 300 acres de la campagne de Virginie, où il élevait des chevaux et vivait loin d'Hollywood. Il possédait auparavant une autre propriété en Virginie, près de Purcellville, qui a été mise en vente pour 3,7 millions de dollars au début de 2024, ce 1820. Quaker a construit Fieldstone Manor, qui a inspiré le nom de sa société de production Butcher's Run Films. Au-delà de la Virginie, Duvall et Luciana sont copropriétaires d'un hôtel-boutique en Argentine. Sa société de production a généré des revenus supplémentaires en produisant des films, et ses droits d'auteur se sont accumulés année après année. La plupart des estimations placent la valeur nette de Duvall dans une fourchette de 20 à 26 millions de dollars accumulés grâce à un travail régulier pendant 7 décennies, plutôt qu'à une poignée de salaires colossaux. Tout cela s'est ajouté à une fortune substantielle, mais l'homme qui l'a bâti n'a pas eu d'enfant à qui la léguer. Et la raison en est une histoire que Duvall a racontée avec une honnêteté que la plupart des hommes n'oseraient jamais. Les héritiers de Robert Duvall. Robert Duvall s'est marié 4 fois. Chaque mariage a reflété une époque différente de sa vie. Et chacun s'est terminé d'une manière qui a révélé quelque chose de douloureux sur le coup d'une dévotion totale à son métier. Sa première femme était Barbara Benjamin, qu'il a épousée en 1964 et qui lui a apporté 2 filles d'un précédent mariage que Duvall a aidé à élever.
Leur mariage a duré plus de 10 ans avant qu'ils ne se séparent. Lorsqu'on lui a demandé ce qui s'était passé, Duvall n'a répondu que 3 mots: les choses s'épuisent. Sa deuxième femme est Gail Youngs, une actrice qui a joué avec lui dans Tender Mercies. Ils se sont mariés en 1982 et ont divorcé en 1986, Sa troisième femme est Sharon Brophy, une danseuse de tango professionnelle. Ils se sont mariés en 1991 et ont divorcé en 1995, Le mariage a permis à Duvall de découvrir le tango argentin qui est devenu la passion déterminante de sa vie personnelle en dehors du métier d'acteur. Et puis est venue la boulangerie. Duvall a rencontré Luciana Pedraza à Buenos Aires à la fin des années 1990 et elle était d'environ 40 et 1 an sa cadette. Il voulait acheter des fleurs. Le fleuriste étant fermé, il s'est rendu dans une boulangerie voisine. Ils ont partagé le même anniversaire le 5 janvier et se sont fréquentés pendant des années avant de se marier en 2005, Ensemble, ils ont construit leur vie dans cette ferme de Virginie. Ils ont dansé le tango, voyagé en Argentine et fondé le Robert Duvall Children's Fund pour construire des écoles et des hôpitaux pour les enfants pauvres. Mais ils n'ont jamais eu d'enfants. Duvall n'a jamais eu d'enfant biologique malgré ses 4 mariages et Luciana et lui ont envisagé l'adoption mais n'ont jamais donné suite. Ainsi, lorsque Robert Duvall est mort ce soir de février, en 2026, toute sa fortune, chaque dollar gagné avec Le Parrain et Apocalypse Now et Tender Mercies et Lonesome Dove et L'Apôtre, et 130 autres films, tout cela était destiné à une seule personne, la femme de la boulangerie. La fortune qui fait pleurer sa famille. En date du 17 février 2026, aucun détail sur le testament ou le plan successoral de Robert Duvall n'a été rendu public. Selon la loi de Virginie, le conjoint survivant hérite généralement de la totalité de la succession lorsqu'il n'y a pas d'enfant, à moins qu'un testament n'en dispose autrement. Luciana Pedraza Duvall est la première bénéficiaire présumée d'une fortune estimée entre 50 et 6 millions de dollars. Mais ce qui distingue cette histoire de toutes les autres histoires d'héritage de célébrités que vous avez entendues, c'est qu'il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas d'enfants séparés qui engagent des avocats. Il n'y a pas d'enfants amoureux qui sortent de l'ombre. Il n'y a pas de membres de la famille qui contestent le testament sur les chaînes d'information du câble. Le silence qui entoure la succession de Robert Duvall est presque assourdissant. Et ce silence vous dit tout ce que vous devez savoir sur le genre d'homme qu'il était. Les larmes que sa famille a versées n'étaient pas dues à l'argent. Il s'agit de la prise de conscience qu'un homme qui aurait pu vivre comme un roi à Hollywood a choisi de passer ses dernières décennies dans une ferme équestre en Virginie, à danser le tango avec sa femme, à nourrir le bétail et à regarder le soleil se coucher sur les Blue Ridge Mountains. Il a refusé des millions par principe. Il a dépensé sa propre fortune pour réaliser des films auxquels il croyait. Il n'a jamais couru après la célébrité. Il n'a jamais vendu sa vie personnelle pour la publicité. Et lorsque le moment est venu de partir, il a demandé à sa famille de veiller à ce qu'il n'y ait pas de spectacle. Al Pacino l'a qualifié d'acteur, tandis que Coppola a pleuré la perte d'une personne essentielle à tout ce qu'il a construit. Viola Davis a déclaré qu'elle était émerveillée par ses interprétations impressionnantes et des stars de toutes les générations ont rendu hommage à son extraordinaire héritage. Mais l'hommage le plus marquant n'a peut-être pas été rendu par l'une de ses voix célèbres, mais par la demande même de la famille, pas de funérailles. Il suffit de regarder un bon film et de raconter une histoire. C'est ainsi que Robert Duvall voulait que l'on se souvienne de lui, non pas en pleurant sur une fortune, mais avec les moments humains simples et honnêtes qu'il a passé toute sa carrière à essayer de capturer à l'écran. Il a déclaré un jour qu'il était plus fier d'une lettre dactylographiée que Marlon Brando lui avait envoyée après Le Parrain que de son Oscar. Pensez-y un instant, un homme qui a été nommé 7 fois aux Oscars a accordé plus de valeur à une simple lettre d'un de ses pairs qu'à la statue d'or que le monde entier convoite. Et c'est cette partie qui devrait vous accompagner longtemps après la fin de cette histoire. Robert Duvall a accumulé 6 millions de dollars et ses proches n'ont pas pleuré à cause de l'argent. Ils ont pleuré parce que l'homme qui l'avait gagné était irremplaçable. Parce qu'aucune richesse ne peut remplir la chaise à la tête de cette table de ferme. Parce que la salle de tango dans la grange va rester silencieuse maintenant. Parce que les chevaux vont paître sans que personne ne les observe depuis le porche. La fortune n'a jamais été l'objectif. La fortune n'est que la preuve qu'un homme qui a toujours préféré la vérité à la célébrité, les principes au profit et l'amour à la commodité, a quand même réussi à construire quelque chose d'extraordinaire.
Et les larmes que sa famille a versées sont le genre de larmes que l'argent ne peut jamais acheter et qu'il ne pourra jamais faire cesser. C'est le véritable héritage que Robert Duval a laissé derrière lui. Pas de dollars, pas de biens, pas de royalties. Juste la preuve dévastatrice et magnifique que l'on peut vivre toute une vie selon ses propres termes et laisser tout le monde autour de soi regretter de ne pas être resté un peu plus longtemps. C'est l'histoire de Robert Duval et de la fortune qui a fait pleurer sa famille. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et dites-nous quelle performance de Robert Duval vous a le plus touché et était restée le plus longtemps dans votre mémoire.